Bonjour chers collègues, aujourd'hui on s'avoue tout. On a beau préparer ses cours avec le plus grand soin possible, des fois ça loupe quand même, ça rate et ça fait un flop. Et à ce propos, t'est-il déjà arrivé de te retrouver face à un silence gêné de la part de tes apprenantes et apprenants qui ne savaient tout simplement pas quoi dire? Et en fait, il y avait rien à dire. Parfois, cela peut arriver avec les documents dits déclencheurs d'un manuel. Tu sais, les documents déclencheurs, ce sont ceux qui introduisent une leçon, une unité, et je pense ici en particulier à ceux qui se trouvent au début de l'unité et qui servent en principe à lancer la discussion pour introduire le thème. Sauf que ça fonctionne pas. Et c'est normal, tu finis toi-même par te demander ce que tes apprenantes et apprenants étaient censés dire à propos de ces photos très neutres et dignes d'un catalogue. Dans ces moments-là, on se demande bien ce qui a pu passer par la tête des concepteurs du manuel. Eh bien, tu n'es pas le seul ou la seule dans ce cas. C'est un thème abordé dans un article scientifique portant plus précisément sur la préparation des cours par les apprentis enseignants et enseignantes de Caroline Schepers. J'espère que je prononce pas trop mal. La chercheuse y montre que la phase de déclenchement, donc celle où on introduit le sujet du cours, c'est la phase pour laquelle les apprentis enseignants et enseignantes se donnent le plus de mal et s'écartent aussi le plus du manuel. C'est en effet le gros point faible des manuels pour eux. Les documents proposés ne remplissent tout simplement pas leur rôle de déclencheur de la parole. Et en fait, il y a une raison assez simple à cela. Les manuels veulent absolument se donner une apparence moderne, très dernier cri, qui malheureusement est également à l'origine du fait qu'ils se démodent assez rapidement, beaucoup plus rapidement que les manuels scolaires classiques d'ailleurs. Et du coup, les photos qu'ils choisissent se veulent modernes, mais en fait, elles sont tout simplement dépourvues de caractère ou de message. Elles ressemblent à des photos de catalogue. Et j'ai pas spécialement envie de commenter un catalogue. Elles ne suscitent tout simplement aucune émotion chez nous et nous n'avons rien à en dire. Est-ce que tu vois où est-ce que je veux en venir? Eh bien, je suis tout simplement en train de suggérer qu'il existe une solution relativement simple, qui consiste à remplacer ces images froides par des images qui nous parleraient davantage, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des images qui nous font réagir. Par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a des images qui sont beaucoup plus commentées ou partagées que d'autres. Donc la question c'est, où est-ce qu'on trouve des images dont le but est précisément de nous faire réagir ou de faire naître chez nous une émotion? Non, je ne vais pas te dire sur les réseaux sociaux, parce que là on reste sur des images d'une durée de vie assez courte, et nous on va chercher quelque chose de plus profond, qui porte un message universel, plus durable et qui fasse réagir. Et c'est très simple à trouver parmi les œuvres d'art. Et oui, si au lieu de ces photos classées de catalogue, tu prenais une peinture ou même une photographie d'art, tu verrais tout de suite la différence. Alors tu vas peut-être me dire, là c'est bien gentil tout ça, mais je ne suis pas un expert ou une experte d'art, comment est-ce que je vais m'y prendre et où est-ce que je vais trouver ces photos? Mais en fait, je ne te parle pas du tout de devenir une experte ou un expert en art. Ce n'est pas le but, et ce n'est pas non plus le but de faire des experts en art de tes apprenantes et apprenants. Non, en fait, il s'agit uniquement de commenter ce qu'il y a sur l'image, pas d'introduire l'artiste, ni le contexte ou le mouvement artistique. Tout cela, c'est secondaire en classe de langue, et on est bien d'accord là-dessus. En fait, il est même inutile de nommer l'artiste si tu ne le souhaites pas. Mais bon, il faut peut-être quand même te préparer au cas où tes apprenantes et apprenants te poseraient la question. Et bien sûr, si tu as envie de le faire, vas-y, fonce. Mais ce n'est juste pas obligatoire. Tu n'es pas du tout obligé de parler de l'origine de l'image. En réalité, je te parle tout simplement de remplacer la photo muette par une photo qui parle. Et en fait, c'est vrai qu'on dit souvent qu'une image en dit plus long que tout un discours, mais en réalité, ce n'est pas vrai de toutes les images. Et c'est vrai, pour les images artistiques, elles ont en général un message à transmettre. Et comme les formes d'art sont très variées, cela ne lasse pas, contrairement aux billets de blog que les manuels aiment tant, mais qui ont tendance à devenir un petit peu répétitifs. En effet, je te parle ici d'images, mais ça peut être des photographies, des dessins, des planches de BD, des peintures, des sculptures, des graffitis, voire même des vidéos, des extraits de films, de séries, de performances, de danse ou de théâtre. Et tu vas être surpris. Parce que l'art, ça fait tout de suite réagir. On adhère ou pas. Mais on n'a pas besoin d'être un expert ou une experte pour savoir ce que l'art provoque en nous. Et de fait, l'art s'adresse à tous. Il a vocation à être universel.
Et ça, c'est un autre avantage. Tu vas pouvoir aborder le vocabulaire des émotions, si méconnu même des natifs de la langue. Or, c'est un vocabulaire très utile qui permettra même à tes apprenantes et apprenants de mieux se connaître. Parce que cela, moi, je trouve que c'est un aspect important de l'enseignement et qu'on néglige souvent. En réalité, nous enseignons rarement seulement une matière, nous voulons également aider nos apprenantes et apprenants à évoluer, et même les adultes. Apprendre une langue étrangère, c'est une excellente occasion d'ouvrir un peu ses horizons. Et mieux se connaître, c'est un excellent outil pour évoluer. Cela leur sera très utile, à la fois dans leur vie privée et dans leur vie professionnelle. Donc imagine la situation. Tes apprenants et apprenantes étaient venus pour apprendre une langue, et ils et elles repartent avec une meilleure connaissance d'eux-mêmes. C'est une expérience d'une grande valeur pour eux. En leur enseignant le français, tu leur transmets ainsi à la fois ces outils qui leur permettront de mieux s'épanouir et de grandir, parce que savoir nommer ses émotions, c'est une clé fondamentale sur cette voie, et les portes d'accès à l'art qui peut effectivement intimider, mais qui n'est pas aussi élitiste que nous voulons bien le croire parfois. Ce que tu leur transmets ainsi va bien au-delà de la langue. Parce que je le redis, non, l'art, ce n'est pas réservé à une petite élite. Au contraire, l'art a vocation à l'universalité. Imagine une artiste qui créerait en se disant « Je ne vais m'adresser qu'à un public restreint trié sur le volet ». Ça te paraît vraisemblable? Ben non, pour tout un tas de raisons. En général, quand on cherche à faire passer un message, on cherche à le faire passer auprès du plus grand nombre. On cherche à toucher un maximum de gens. L'art nous rassemble donc au-delà des différences linguistiques et culturelles. Et ça, c'est un énorme atout dans une classe de langue étrangère. Maintenant, tu te dis peut-être que les tableaux et œuvres d'art les plus célèbres datent d'une certaine époque et n'ont plus grand-chose à nous dire aujourd'hui. Mais en fait, ça, c'est une autre idée fausse. Ce n'est pas parce que c'est ancien que c'est démodé et que cela ne nous parle plus. Au contraire, contrairement aux tendances qui passent très vite, l'art est indémodable parce qu'il fait appel à des sentiments universels qui ne traversent pas seulement les frontières géographiques, mais aussi celles du temps et des époques. Et cela te permet d'avoir des documents de cours durables et réutilisables à loisir. Et ça, c'est très utile pour un professeur de français langue étrangère. Parce que les émotions et les sentiments que nous éprouvons en tant qu'êtres humains sont toujours les mêmes, quelle que soit l'époque ou le pays dans lequel nous vivons. Par exemple, si tu veux travailler sur le vocabulaire du logement, tu peux montrer une peinture représentant une chambre et par exemple, la chambre de Van Gogh. Et non seulement tes apprenantes et apprenants peuvent tout aussi bien comparer avec la leur que lorsqu'il s'agit d'une photo extraite d'un bloc de déco, mais tu vas aussi pouvoir parler, si tu le souhaites, du mode de vie de l'époque de Van Gogh et le comparer à celui d'aujourd'hui. Et en plus, la plupart des gens ont tout de même entendu parler de ce peintre, et ça rend cette chambre personnelle et par là touchante. Tout ça, ce sont des possibilités qui sont offertes par l'image, que tu peux saisir, mais que tu peux aussi laisser de côté si cela ne te parle pas. Il n'est pas obligatoire de les aborder si tu n'en as pas besoin, mais dans tous les cas, ça restera une image qui va rester plus facilement dans la tête de tes apprenantes et apprenants qu'une image neutre de catalogue. Et en plus, ils sont susceptibles de la revoir, de la réapercevoir, et à ce moment-là, ils vont se rappeler de ce passage de cours où on a parlé du vocabulaire du logement. Et ça, c'est quand même un atout génial pour ancrer les apprentissages dans le temps et pour se remémorer régulièrement ce qu'on a appris dans le cours. Le problème, c'est que nous ressentons tous et toutes les mêmes émotions, certes, mais pas face aux mêmes choses. Une œuvre d'art va déclencher l'enthousiasme de certains apprenants et apprenantes et puis pas du tout pour quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est encore une richesse. Ça permet de confronter les points de vue, de s'écouter, de développer la tolérance. Et dans une classe, différentes personnes ont des avis différents en fonction de leur personnalité, de leur culture d'origine, de leur histoire personnelle, mais on les écoute et on les respecte et on continue d'avancer tous ensemble. Et dans un groupe où on s'est ouvert, avec lequel on a partagé ses émotions, on va aussi plus facilement prendre d'autres risques et donc plus facilement prendre la parole en classe. Le groupe sera plus soudé, il y aura une meilleure atmosphère de cours, plus détendue, et ça, c'est primordial pour un bon apprentissage, parce qu'on n'apprend pas quand on a peur. Peut-être aussi que tu cherches à motiver tes apprenantes et apprenants à en faire davantage à l'extérieur du cours. Ça, c'est souvent un problème des profs de langue. Et tu voudrais qu'ils se continuent à se confronter à la langue quand ils sont chez eux. Et nous savons tous et toutes que quelques heures de cours dans une langue étrangère, ça ne va pas permettre à tes apprenantes et apprenants de la parler, mais qu'il faut aller plus loin, qu'il faut qu'ils se plongent dedans au quotidien. Le problème, c'est comment les convaincre de le faire. Eh bien, là encore, l'art est la réponse.
Parce que moi, je me souviens encore aujourd'hui du regard à la fois enthousiaste et légèrement paniqué de cette étudiante qui me disait « J'ai déjà acheté le premier roman dont nous avons parlé ici, et maintenant j'ai envie d'acheter le deuxième aussi. Mais je vais pas pouvoir tous les acheter. Est-ce qu'on pourrait organiser une bourse dans laquelle chacun et chacune en achète un, et ainsi nous pourrions tous les lire ?» Quel prof ne rêve pas d'un tel enthousiasme? Tu vois, tu vas pouvoir susciter chez eux de nouvelles passions. Nous sommes nombreux d'ailleurs à avoir découvert des œuvres d'art et des artistes en cours. Parce qu'un cours, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles choses, de se découvrir de nouvelles passions. Et qui sait, en cherchant les œuvres accessibles d'une discipline artistique pour eux, tu vas peut-être te découvrir toi-même de nouvelles passions. En allant piocher dans les BD ou dans la poésie par exemple, tu vas peut-être t'enthousiasmer pour cette forme d'art en la découvrant plus en profondeur et devenir un véritable expert ou une véritable experte du domaine. Alors oui, c'est vrai, dans ce cours qui introduisait de nombreux romans d'auteurs et d'autrices francophones, c'était un cours dans lequel j'avais librement pu choisir mon programme et j'avais donc choisi l'art et la littérature francophone. À travers les œuvres, on voyageait, on découvrait les différences culturelles et surtout, on progressait en français. Et à travers ce processus, on s'attachait à des personnages de romans ou de films et on avait envie d'en découvrir plus sur eux. Si tu ne peux pas choisir ton programme, ce n'est pas un problème pour autant. Dans ce cas, tu peux traiter les points de ce programme, mais sous un angle légèrement différent. Plutôt qu'aborder le vocabulaire du corps par l'intermédiaire du sport, par exemple, pourquoi ne pas le faire à partir de la danse? Ou pourquoi ne pas aborder la famille à travers les personnages des Rougon-Macquart de Zola? Parce qu'en réalité, c'est même plus enthousiasmant pour tes apprenantes et apprenants qui sans doute ont déjà entendu parler de Zola. Et si tu préfères Balzac, en fait, ça fonctionne aussi assez bien. Et ils peuvent ainsi découvrir son œuvre à travers ses personnages. Parce que parler de personnalités qui sont soi-disant célèbres, mais qu'en fait ils et elles ne connaissent pas, et qu'en plus on aura tous oublié dans quelques années, c'est pas forcément génial. La littérature, c'est indémodable. Et peut-être que quelqu'un lira l'œuvre dans sa langue maternelle. Et ça, c'est déjà un point de gagné, c'est une motivation pour pouvoir un jour la lire en version originale. Parce que tu pensais peut-être attendre avant d'introduire ces œuvres dans ton cours. Tu pensais que tu voulais que tes apprenantes et apprenants soient en mesure de les lire en français. Mais l'art, ce n'est pas une récompense à réserver à celles et ceux qui se sont donné du mal pendant des années pour atteindre un certain niveau. Ce serait se priver d'une arme de motivation massive. Parce qu'entre nous, pour atteindre ce niveau, il faut déjà être sacrément motivé. Alors comment est-ce qu'on les aide à continuer pour en arriver là? Parce que c'est tout de même un long chemin de débutant ou débutante à confirmer. Et oui, tout le monde ne parviendra pas forcément à ce niveau. Mais si on a introduit ces œuvres très tôt dans l'apprentissage, c'est toujours cela de prix. Et on pourra en motiver certains et certaines à aller plus loin et avoir offert aux autres un aperçu de la culture française. Il ne s'agit donc surtout pas d'avoir atteint un certain niveau de français pour introduire l'art dans ta classe. Au contraire, introduire très vite les œuvres d'art et les exploiter différemment en fonction de ton public. C'est ça l'objectif. Et enfin, un dernier avantage qui n'est sans doute pas évident, l'art et les projets artistiques, c'est en plein dans l'approche actionnelle prônée par le CE-CRL. Et oui, on n'y pense pas souvent parce qu'on est un peu resté dans l'approche communicative et sur des tâches très pratiques centrées sur le quotidien et la vie professionnelle. Mais monter un projet artistique, c'est aussi une tâche. Et souvent, ce type de tâche est réalisable en vrai et est beaucoup plus motivant. Et c'est pas forcément monter un spectacle de théâtre. Personnellement, je me souviens que ma prof de français nous avait fait écrire une lettre en vers à Francis Huster. Et nous avions ainsi compris les alexandrins en écrivant nous-mêmes. Et le meilleur, c'est que Francis Huster nous avait répondu. Tu vois, tout ça, ça fait des souvenirs inoubliables. On s'en souvient toute sa vie. Quel meilleur moyen d'ancrer les apprentissages dans la mémoire de tes apprenantes et apprenants. Et je ne t'ai pas encore tout dit. Grâce à l'art, par exemple, grâce à l'improvisation théâtrale, on va pouvoir travailler sur la manière de faire passer un message et de le réceptionner. Et cela, c'est quand même la base quand on apprend une langue étrangère dans le but de communiquer. Et dans ce cadre, on va pouvoir aussi travailler les stratégies de compensation, c'est-à-dire ce qu'on peut faire quand on ne trouve pas le mot qu'on cherche. Parce que tu le sais comme moi, chercher sur le portable, c'est se condamner à ne jamais l'apprendre, à ne jamais être en mesure de pouvoir réellement communiquer sans dictionnaire. Et tout cela, avec le travail sur la tolérance dont nous avons parlé, ça va contribuer à une meilleure ambiance de groupe. Parce que le but de l'art est de faire passer un message
de provoquer une réaction, il est très proche de la langue étrangère. Et c'est pourquoi il enrichit considérablement un cours de cette matière. Alors, est-ce que je t'ai convaincu ? Je l'espère. Et dans ce cas, tu trouveras des tas d'idées pour aller plus loin au sommet virtuel du FLE que j'organise en novembre 2022. Le lien pour s'inscrire gratuitement est dans la description. À bientôt au sommet!